Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième cours de ces leçons sur les relations entre la santé humaine et l'environnement dans l'Anthropocène. Cours qui va nous faire aborder un contaminant ou une famille de contaminants qui sont définis avant tout par le milieu où on les rencontre, l'atmosphère. Ces polluants atmosphériques, comme le plomb dont on a discuté précédemment, existaient avant l'Anthropocène. Et ils sont d'ailleurs en partie d'origine naturelle, mais la révolution industrielle a fortement fait croître leur niveau. Pour certains de ces polluants atmosphériques, comme les oxydes de soufre, en tout cas dans les pays du Nord, le niveau a fini par décroître. Et pour d'autres, comme les particules fines et le plomb d'ailleurs, la décroissance claire n'est pas vraiment encore amorcée à l'échelle de la planète, bien qu'elle le soit dans les pays du Nord. Vous allez voir que, comme pour le plomb, malgré leur caractère ancien, puisque les humains qui vivaient dans les cavernes étaient déjà exposés à ces polluants atmosphériques, la démonstration rigoureuse de leurs effets sur la santé est récente et remonte à quelques décennies tout au plus. Et il faut encore l'objet d'intenses recherches. Ce qui suggère, et les cours suivants tendront à le confirmer, cours qui vont se porter sur des polluants connus de moins longue date, que la recherche en santé environnementale est une science jeune qui progresse lentement, si elle veut progresser rigoureusement, et dont les outils évoluent continuellement, qui a tendance à avoir un temps de retard sur les changements technologiques et environnementaux. Pour la société et pour les décideurs, ça signifie que pour ce qui est des problèmes environnementaux récents, on ne peut pas espérer atteindre un niveau de preuve fort rapidement, ce qui implique soit de prendre des décisions en situation d'incertitude, puisque le principe de précaution permet, voire incite à faire dans certains cas, soit à être très patient avant de se décider, au risque de faire payer à la société un coût sanitaire élevé, induit par l'usage prolongé de substances qui se révèlent finalement nocives. La semaine passée, alors, l'histoire du plomb nous avait emmenés notamment dans la Rome antique, ainsi qu'à Ulm au XVIIe siècle, où l'acétate de plomb, dont on additionnait le vin pour l'adoucir, causait des épidémies de colique poitevine. Nous sommes aussi allés dans le Paris du XIXe siècle, le Paris des ouvriers de la Céruse, et aux USA. Nous avons rappelé l'invention et le déclin du plomb tétraéthyle, déclin que j'avais en partie attribué à ses effets sanitaires et aussi peut-être davantage au smog qui polluait les grandes villes dans les années 1950-60, ce qui a entraîné l'adoption de pots catalytiques pour faire baisser ce phénomène de smog. Pot catalytique qui était peu compatible techniquement avec l'essence au plomb et qui a donc fini par entraîner son abandon. Et nous allons aujourd'hui partir de ces smogs, mais un petit peu plus tôt et tout près du berceau de la révolution industrielle, au cœur de l'Europe et plus précisément dans la Meuse, avec ces brouillards que vous voyez ici, une photo des années 1930, brouillard à qui on a attribué à cette période, vous voyez, c'est un article d'un journal non scientifique, le Chicago Daily Tribune, une soixantaine de décès en excès. En fait, cette problématique des brouillards mortels, son identification est antérieure aux années 1930. Dès 1880, Rollo Russell, qui est l'oncle du fameux Bertrand Russell, avait écrit ce livre sur les London Fogs en indiquant que ce fog, le mot de smog, n'a été inventé qu'en 1905 en contractant smoke et fog. Donc ce fog raccourcissait la vie de milliers d'habitants. Et on peut même retrouver dans un article scientifique cette fois de 1873 du British Medical Journal un article sur les accidents dans le brouillard. Ce n'est pas vraiment une étude scientifique, et plutôt une succession d'accidents et d'anecdotes. Mais au-delà de ces accidents un petit peu anecdotiques,
vous voyez qu'on indique, sans éléments quantifiés, que le taux de mortalité parmi les patients atteints de maladies cardiaques ou pulmonaires avait été fortement accru par cet épisode de Fogg. À la même période, donc, il y a une connaissance, on peut dire médicale, peut-être pas très scientifique, et en tout cas profane des effets de ces polluants atmosphériques. Et vous retrouvez ça dans ce journal satirique anglais, Punch Magazine, où on nous montre le vieux roi charbon et le démon du brouillard. Et si vous regardez dans le détail, vous verrez qu'on attribue sous les mains de cette mort symbolisée différentes maladies qui pourraient être causées par le Fogg dû au charbon, pleurésie, pneumonie, bronchite, asthme. Est-ce que ces affirmations dont la documentation n'est pas facile à juger et qui semblent s'appuyer sur des études de cas correspondent à une vérité? C'est une question qui est bien sûr importante, sachant qu'on respire 11 000 litres d'air par jour, qu'on peut très difficilement contrôler cet air sans limiter nos activités ou rester enfermé dans une pièce ou en portant un masque. L'air est probablement l'élément le plus symboliquement lié à la vie. L'enfant crie lorsque l'air entre dans ses poumons à la naissance. De nombreuses allégories de la mort font référence à l'air, expirer, rendre son dernier souffle. Et on sait qu'on ne peut pas rester plus que quelques minutes sans oxygène. Donc l'air, c'est la vie, mais est-ce que l'air pourrait aussi contaminé, être source de mort et de maladie? Eh bien, on va, dans ce cours et le suivant, aborder cette question en suivant le cheminement que j'ai déjà évoqué par le passé, de ces différentes étapes qui résument les principaux temps de la recherche en santé environnementale dans sa dimension d'aide à la décision, à savoir l'aide à l'identification des dangers. Et dans ce premier cours, c'est essentiellement de ça qu'il va s'agir. La quantification de relations dose-réponse qui, combinées à des quantifications des expositions, peuvent aboutir à des mesures d'impact, des quantifications des impacts sociétaux, à l'identification de mesures de gestion de ces dangers, et puis, et là on passe dans le champ des politiques publiques, à l'adoption de décisions qui peuvent permettre de gérer efficacement le risque. Donc le plan que j'adopte suit cette logique et après une introduction sur la nature des polluants atmosphériques, j'aborderai successivement différentes familles d'approches qui ont été utilisées en épidémiologie environnementale notamment, un tout petit peu en toxicologie pour identifier ces effets, et notamment les études avant-après, les études de séries temporelles, les études de cohortes. Et puis, pour aujourd'hui, on s'arrêtera là avec un passage en revue des effets cardiovasculaires et respiratoires de ces polluants atmosphériques. Et dans le cours prochain, on parlera d'autres effets sanitaires des polluants atmosphériques. Dans la foulée de ce cours, à 11h30, le professeur Marc Weisskopf nous parlera des effets des polluants atmosphériques sur le système nerveux. Donc commençons par les sources et la nature de ces polluants atmosphériques. Il y a en fait beaucoup de choses dans l'air. Le premier élément que vous connaissez très bien, c'est que l'atmosphère qu'on respire est composée essentiellement d'azote à 78%, d'oxygène à 19%, et puis d'autres gaz, ici avec cette valeur de moins de 1%, et ces gaz vont notamment inclure les polluants, les substances potentiellement nocives pour l'environnement ou pour la santé, qui peuvent être des gaz inorganiques comme le monoxyde de carbone, celui qui est issu de processus de combustion incomplets, comme dans une chaudière qui aurait des problèmes de combustion, mais aussi la combustion des moteurs thermiques des véhicules dans la rue. Les oxydes d'azote, NONO2, le dioxyde de soufre ou bien encore l'ozone. Et puis de nombreux composés de nature organique, volatiles, donc, comme le benzène, le formaldéhyde, le toluène, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP dans leur symbole français, qui sont à des niveaux qui sont de l'ordre de 1 partie par million, c'est-à-dire que pour 1 million de molécules d'air qui vont surtout être faites
d'azote et d'oxygène, on va avoir un ou quelques-uns de ces molécules de gaz. Il n'y a pas qu'une phase gazeuse dans l'atmosphère, il y a aussi une phase solide et liquide, c'est les aérosols. Le terme d'aérosol, ça désigne des particules solides ou liquides auxquelles sont absorbés des gaz. Et on parle de poussière en suspension pour les particules qui ont un diamètre de l'ordre de 40 à 50 microns ou moins, sachant qu'au-delà, la durée de sédimentation est très courte, c'est-à-dire que la particule ne va pas rester en suspension très longtemps. Ces particules, quand on les regarde de près, elles peuvent avoir des formes, des compositions chimiques extrêmement variables. Ça, c'est des suies typiquement issues de moteurs thermiques comme des moteurs à essence ou des moteurs diesel. Ça, c'est plutôt une fibre minérale. Et en l'occurrence, enfin, ce n'est pas de l'amiante, mais on a tout un tas de minéraux aussi qui peuvent être à une taille correspondant à des particules fines. Et il y a aussi bien sûr des aérosols biologiques, les virus, avec tous les débats qu'il y a pu avoir sur la transmission de SARS-CoV-2 dans des aérosols de différentes tailles, avec cette question de savoir s'ils étaient présents aussi dans les particules les plus fines, dont la persistance dans l'atmosphère est la plus longue. Des bactéries qui peuvent aussi être transmises par l'air, et vous avez des problématiques, par exemple, dans les systèmes d'aération qui peuvent transmettre, entraîner des épidémies ou des contaminations chez les personnes d'un même immeuble contaminé par le réseau de climatisation, et aussi, bien sûr, des pollens. Tout ça, on ne le voit pas au quotidien, et pourtant, en fait, la pollution atmosphérique, elle est bien visible. On a tendance à dire que la muraille de Chine, c'est le seul monument la seule chose qui soit visible depuis l'espace. Je ne sais pas si on voit facilement la muraille de Chine depuis l'espace, mais en tout cas, la pollution par les particules fines, on la voit très bien, et vous avez ici des aérosols qui sont liés à un incendie de forêt photographié depuis l'espace. Donc on les voit dans certaines circonstances et à certaines concentrations. Quand on cherche à les caractériser, on peut s'intéresser à différents éléments qui sont leurs propriétés physiques, donc bien sûr la nature gazeuse ou solide ou liquide, la taille, la masse, la surface de ces aérosols, leur durée de sédimentation, tout ceci étant lié à la nature physique ou chimique que j'ai déjà évoquée, et puis à l'origine des polluants et des particules, qui peut être naturelle, comme les émissions de volcans ou d'érosion, ou bien d'origine anthropique, comme les sous-produits de combustion des moteurs thermiques ou les aérosols qui sont générés par l'usage de pesticides ou d'autres activités agricoles. Puis on a tendance aussi à distinguer les polluants primaires ou secondaires, polluants secondaires étant ceux qui ne sont pas directement émis, mais qui sont produits en réaction avec les polluants primaires. Une première distinction qui est fondamentale et que j'ai déjà évoquée, c'est celle qui est liée à la taille de ces particules. Typiquement, les molécules de gaz, on est à une toute petite fraction de micromètre, plutôt de l'ordre du nanomètre. C'est la taille de ces gaz inorganiques ou organiques. Pour ce qui est des aérosols biologiques, les pollens sont plutôt de l'ordre de quelques dizaines de microns, les bactéries plutôt autour de 1 à une dizaine de micromètres, et les virus plutôt à un centième de micron. Et pour ce qui est des particules issues des produits de combustion, eh bien, les suies issues des moteurs tels que ceux des véhicules ou d'autres produits de combustion sont typiquement de l'ordre de la dizaine ou la centaine de nanomètres, vous voyez, en dessous de 0,1 micron. C'est à peu près la même gamme que les particules qui sont issues de la cigarette et de ce qu'on appelle le smog. Les poussières de ciment, typiquement, vont être beaucoup plus grosses, de l'ordre de 10 à 100 micromètres. Et voilà, une goutte de pluie, on est plutôt au-delà, autour du millimètre. Donc, vous avez ces ordres de grandeur en taille qui sont ici comparés au diamètre
d'un cheveu qui va être de l'ordre de 60 micromètres et d'un grain de sable qui n'est pas très loin, ici indiqué à 90 microns. Donc quand on parle des PM2,5 qui sont réglementés, on est à 2,5 microns, vous voyez un 30e environ du diamètre du cheveu. Donc ça nous indique qu'on va pouvoir quantifier ces particules à la fois par leur masse, mais on peut aussi simplement les compter. C'est des outils qui sont différents. Et d'un point de vue toxicologique, ce n'est pas facile de savoir quel est le meilleur indicateur de la nocivité de ces particules. Il n'y en a probablement pas un seul, mais il est probable que la masse totale seule des particules ne soit pas le meilleur prédicteur de leur nocivité. Bien sûr, la composition chimique va jouer, ce qu'on appelle le potentiel oxydant, qui est une façon de synthétiser cette composition chimique en termes d'aptitude à générer du stress oxydatif dans l'organisme, peut être un marqueur très intéressant qui commence à être étudié en lien avec la santé humaine. Et parmi les indicateurs relativement simples, il est probable qu'il faille en plus considérer la surface totale de ces particules, dont va pouvoir dépendre leur interaction avec les tissus biologiques, ainsi que le nombre de particules. Et à masse totale de particules, comme vous le voyez ici, plus les particules sont petites, ici si je coupe en 8 cette particule d'une certaine taille, plus la surface totale d'échange avec le milieu extérieur va croître et plus leur nombre va croître. Dit autrement, plus les particules sont petites, plus leur rapport entre surface et volume, qui est proportionnel à l'inverse de leur rayon, va croître. Du point de vue, tout ceci a des conséquences sur la vitesse de sédimentation des particules. Plus elle est lourde et grosse, plus cette sédimentation va être rapide. Et en fait, typiquement, selon la façon dont vous allez mesurer ces particules, vous allez voir des choses différentes. Si vous comptez les particules, et en général, ça se fait dans le domaine des particules ultra fines, en dessous de 100 nanomètres, vous allez voir les particules qui sont essentiellement dans cette gamme qui va entre 0 et 100, qui sont celles qui sont les plus nombreuses dans une atmosphère donnée, mais qui contribuent très peu à la masse totale des particules, qui est due essentiellement aux particules qui sont au-delà de 100 nanomètres et de l'ordre du micromètre ou de quelques micromètres. Donc selon que vous mesuriez la présence de particules en concentration massique ou en nombre par unité de volume, vous allez vous intéresser plutôt aux particules de l'ordre du micromètre, disons, ou celles qui sont plutôt autour de la dizaine de nanomètres, bien en dessous. Alors ça peut donner l'impression que c'est des choses complètement différentes. En fait, dans la mesure où les sources peuvent être en partie les mêmes, on observe une certaine corrélation à la fois dans le temps et dans l'espace entre ces niveaux de particules ultra fines et les particules les plus grosses de l'ordre du micromètre. On a des durées de sédimentation et de séjour dans l'atmosphère qui ne sont pas les mêmes selon la taille. Des particules ultra fines émises, par exemple, par un moteur, en fait, vont assez vite s'agréger, se condenser, former des particules un petit peu plus grosses dans cette gamme de l'ordre qu'on appelle le mode d'accumulation, de l'ordre de quelques centaines de nanomètres, particules qui vont avoir une demi-vie, une durée de séjour dans l'atmosphère de l'ordre de quelques jours avant de sédimenter. Et pour les particules plus grosses de l'ordre du micromètre, on a aussi cette durée de sédimentation qui est donnée en approximation par la loi de Stokes, dont vous voyez qu'elle est proportionnelle au carré du diamètre de cette vitesse de sédimentation, qu'elle est proportionnelle au carré du diamètre de la particule, qui ont aussi une durée de sédimentation de l'ordre de quelques jours. Donc, vous allez avoir ces différentes particules qui coexistent, et il faut d'ailleurs voir le diamètre d'une particule, non pas comme une constante, mais comme quelque chose de dynamique qui évolue au cours du temps en fonction de l'humidité, de l'évaporation de l'eau ou de gaz qui vont s'absorber sur la particule. Pour avoir des ordres de grandeur ici de cette concentration de particules, je vous donne des exemples de cette étude récente faite par
Atmo Grand Est à Strasbourg et l'INERIS, qui ont quantifié, qui ont compté donc, les particules dans un site de fond urbain loin du trafic à Strasbourg et à proximité d'un axe routier. Et vous avez ici, donc, pour ces particules dans la gamme des 20 à 800 nanomètres, vous voyez, de l'ordre de 6 à 7 000 particules par centimètre cube, un petit cube de 1 centimètre de côté, sur le site de fond, et plutôt de l'ordre de 8 à 9 000 en proximité du trafic. Et quand vous regardez par classe de taille, ici c'est des nanomètres qui sont indiqués sur l'axe horizontal, ce que vous constatez, c'est que le profil est globalement le même, mais qu'on a davantage de particules très fines en proximité du site trafic. Tout ceci est cohérent avec le fait que ces particules vont progressivement s'agréger et donc être moins visibles à mesure qu'on va s'éloigner de ce site de trafic. Alors cette sédimentation relativement brève, enfin relativement rapide des particules dans l'atmosphère a des conséquences. Puisque si on fait le parallèle entre ces particules fines qui ont donc une demi-vie atmosphérique de l'ordre de quelques jours ou même quelques heures, avec un autre polluant atmosphérique préoccupant, à savoir le dioxyde de carbone et les gaz à effet de serre, eh bien, on a cette différence majeure qui est que les gaz, du fait de leur nature différente, eux, restent dans l'atmosphère et ont une demi-vie qui est plutôt de l'ordre d'une centaine d'années. Donc, en termes de gestion du risque, d'une certaine façon, la problématique des particules fines est plus simple que celle des gaz à effet de serre, parce que si vous cessez de les émettre, quasiment du jour au lendemain, les conséquences environnementales et certaines des conséquences sanitaires aussi, d'ailleurs, vont être visibles, à savoir que les niveaux vont baisser très rapidement. Ce n'est pas le cas, bien sûr, des gaz à effet de serre, qui seraient toujours présents pendant longtemps, comme on le sait, si on cessait du jour au lendemain de les émettre. Voilà. Alors pour les particules, c'est peut-être cette durée de séjour court dans l'atmosphère et peut-être une explication au fait qu'on ne se soit toujours pas débarrassé du problème, un peu comme quelqu'un qui promet d'arrêter de boire demain parce qu'il considère que c'est toujours possible. Pour les gaz à effet de serre, c'est plutôt l'excuse inverse, c'est-à-dire qu'on va devoir payer l'effort de cesser de les émettre alors qu'on ne sera peut-être plus là pour profiter des bénéfices. Donc il y a peut-être des raisons différentes. Dans tous les cas, on a du mal à gérer ces deux problèmes, mais vous voyez que d'une certaine façon, celui de ces particules fines est plus simple que celui des gaz à effet de serre du fait de cette vitesse de sédimentation bien plus rapide, sédimentation qui va être aussi accrue par la pluie, par exemple, qui va les ramener au sol. Les sources de ces polluants atmosphériques sont diverses, et j'ai évoqué des sources d'origine naturelle, mais aujourd'hui, elles sont essentiellement d'origine anthropique, avec pour le dioxyde d'azote, qui est ce gaz de couleur orange, brun, et qu'on voit des fois au-dessus des villes, enfin en tout cas qui est responsable de cette couleur orangée de la pollution qu'on voit au-dessus des villes, une contribution qui est essentiellement le trafic routier, même si le secteur tertiaire, le résidentiel, le chauffage en émet. Donc on a tendance à considérer que le dioxyde d'azote est un marqueur du trafic, même si vous voyez bien que ce n'est pas la seule source. Pour le dioxyde de soufre, on est plutôt sur un polluant d'origine industrielle. La combustion de charbon pour produire de l'électricité, de l'énergie, par exemple, en est une source importante, et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on ait réussi à faire baisser fortement les niveaux. On est sur des grosses sources fixes industrielles sur lesquelles on a mis des contraintes, fait des lois et plus de facilité pour mettre des filtres qui limitent les émissions. On a été plus tardif dans la réglementation et les contraintes qu'on met sur les sources mobiles telles que les moteurs de camions, de voitures, et le domaine qui est encore moins réglementé, les deux roues, qui sont très fortement émetteurs de particules, de polluants et d'autres produits de combustion. Pour les particules, pour ce qui est des PM10, celles dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 microns, les sources sont à la fois le tertiaire, le résidentiel, et là, ça désigne tous les systèmes de chauffage. Et selon le type de chauffage que vous avez, vous allez avoir des niveaux plus ou moins élevés. Typiquement, dans certaines villes comme la mienne à Grenoble, où vous avez
beaucoup de chauffage au bois un petit peu ancien, peu performant, vous allez avoir des niveaux de particules fines importants et dus en fraction importante à ce chauffage résidentiel. Et puis le trafic routier est aussi une source importante et dont la proportion est plus importante quand on regarde la fraction des particules les plus petites. Ici, c'est les PM1, donc de diamètre d'1 micromètre. Vous voyez que là, résidentiel et trafic sont les principaux contributeurs. Pour rappel, pour les gaz à effet de serre, on a des contributions aussi qui sont en milieu urbain, ça c'est les données pour l'Île-de-France, essentiellement le trafic routier, le transport et le résidentiel et le tertiaire. Alors, ces particules, ce sont des mélanges extrêmement complexes et on peut caractériser ce mélange. C'est pas évident, mais certaines analyses ont été faites. Ici, c'est un exemple d'analyse de gaz d'échappement de camions diesel des années 90. Et donc, Schauer et ses collaborateurs ont analysé d'abord la phase particulière où ils ont identifié des parties organiques et puis des parties non organiques, et notamment l'élément carbone. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils ont réussi à résoudre certaines des molécules organiques qui étaient présentes, avec notamment des alcanes. Dans la phase semi-volatile, on voit apparaître aussi, pour ce qui est identifiable, notamment des hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont des substances à la toxicité et à la cancérogénicité démontrées. Et puis, dans la phase particulière, on a une composition similaire. Donc, il faut se représenter ça comme des mélanges de milliers de substances, avec des mélanges qui sont variables selon l'origine du polluant, son devenir, ses interactions dans l'atmosphère. Si on regarde globalement les particules et pas celles qui sont seulement émises d'un camion diesel, comme c'était le cas ici, vous avez pour cette analyse qui a été faite à Calais, qui m'a été transmise par mon collègue Jean-Luc Jaffrézot de l'IGE à Grenoble, ici une décomposition qui vous fait apparaître d'abord des ions, nitrate, sulfate. Vous avez ici Cl- qui est lié au fait qu'on est à Calais, et en fait c'est des particules de sel qui sont présentes. Vous avez quelques pourcents d'éléments carbone et à peu près 40% de matière organique, dont mes collègues ont résolu une partie, vous voyez 9%, qui va inclure beaucoup de choses, dont des traceurs de combustion de la biomasse. Donc, on est, jusque-là, je parle beaucoup, vous voyez, des particules qui sont en dessous de 10 micromètres, pour la bonne raison que ces particules inférieures à 10 microns sont celles qui peuvent être inhalées et pénétrer dans les voies respiratoires. En gros, donc, ce sont les PM10 qui peuvent pénétrer dans nos voies respiratoires et qui vont potentiellement atteindre les poumons. Les particules jusqu'au PM10, disons, vont atteindre les bronchioles et ce sont les particules les plus fines de l'ordre du micron, et donc qui sont incluses dans les PM2,5, qui peuvent atteindre l'extrémité de nos poumons, les alvéoles pulmonaires, qui est le lieu d'échange entre l'air et la circulation sanguine. À partir de là, une fraction, qui n'est pas très importante, mais une certaine fraction de ces particules, celles qui ne se déposent pas dans les alvéoles, vont passer dans la circulation sanguine. Donc on peut s'attendre à des effets sur le poumon, du fait de ces particules qui se déposent, et puis en fait à différents organes à partir du moment où les particules passent dans la circulation. Il y a aussi une autre voie d'exposition possible qu'on a identifiée plus récemment, qui est le nerf olfactif, qui peut constituer une porte d'entrée des particules les plus fines vers le cerveau. Mais je ne vais pas m'étendre sur ces effets qui seront, sur le système nerveux, qui seront discutés tout à l'heure par Mark Vaskopf. On a quelques études, surtout chez l'animal, mais certaines aussi chez l'humain, qui ont cherché à caractériser la façon dont ces particules qui pénètrent dans nos alvéoles se distribuent dans l'organisme. Ce n'est pas simple à faire parce qu'il n'y a pas une nature chimique, il ne s'agit pas de corps purs faciles à tracer. Et donc ces travaux ont été faits à partir de
particules qui ont été marquées avec des éléments radioactifs, comme vous imaginez sur un tout petit nombre de volontaires. Et donc ici, vous voyez qu'après avoir fait respirer à quelques volontaires sains des particules inférieures à 80 nanomètres, marquées par du technétium, on observe bien sûr un dépôt qui est majoritaire dans les poumons, mais on retrouve quand même ces particules dans de nombreux organes. Et les organes où les niveaux étaient les plus élevés, c'était par ordre décroissant le foie, le lieu du métabolisme, le cœur, la rate, les reins et aussi le cerveau. La demi-vie, la durée d'élimination est relativement rapide, hein, on est de l'ordre de quelques heures à quelques jours. Toutefois, ces particules sont en permanence dans notre organisme, puisqu'on les respire en permanence. Et vous avez ici des données, cette fois-ci, d'une expérimentation similaire chez l'animal, qui donne des ordres de grandeur, des niveaux qu'on va retrouver dans les différents organes. Ce qui manque ici, notamment, c'est la situation particulière de la grossesse, et dans la mesure où le placenta est un organe en croissance, on s'attend aussi, et ça a été confirmé, que ces particules aient un certain tropisme pour le placenta, et donc ce qui pose la question de leurs effets potentiels sur le fœtus, sur lesquels on reviendra la semaine prochaine. Voilà, donc on est face à des polluants extrêmement complexes du point de vue chimique et physique, qui inclut de nombreuses substances dont plusieurs d'entre elles sont identifiées comme dangereuses dans des études de toxicologie, qui atteignent en premier lieu nos poumons, mais qui peuvent aussi atteindre d'autres organes et toute notre circulation, ce qui, bien sûr, pose la question de leurs effets sanitaires. Les effets sanitaires ont d'abord été identifiés à partir de ces épisodes bien particuliers de smog que j'ai déjà évoqués tout à l'heure, que ce soit celui de la vallée de la Meuse, aussi l'épisode de smog de Donora en Pennsylvanie, qui a été important pour la mise en place de la réglementation américaine sur la qualité de l'air, réglementation, j'y reviendrai, qui est bien plus avancée que la réglementation européenne. Et plus près de nous par rapport à Donora, l'épisode de smog de Londres de décembre 1952, qui est intéressant parce qu'on a une certaine documentation épidémiologique et aussi environnementale de la situation. Donc on est en ce mois de décembre 1952 dans une période particulière avec la conjonction d'une vague de froid relatif qui a entraîné une assez forte consommation de charbon pour se chauffer et pour produire de l'électricité, donc des émissions d'oxyde de soufre et de particules dans l'atmosphère, et de conditions plutôt anticycloniques qui limitent la dispersion des polluants avec ces phénomènes d'inversion qui sont typiques de la période hivernale et qui contribuent à ces niveaux de polluants plus élevés en hiver, ce qui entraîne autour, comme vous le voyez, de la mi-décembre, des niveaux de pollution particulièrement élevés. Donc ça, c'est une photo qui est faite en plein jour. Vous voyez que les véhicules circulaient avec leurs phares. En fait, une bonne partie de la circulation a été arrêtée, ce qui était un vrai problème pour la circulation, y compris des véhicules d'urgence. Les spectacles ont été arrêtés parce que le smog entrait aussi dans les théâtres. Et on a observé simultanément, avec apparemment un décalage extrêmement limité, hein, ce sont des données hebdomadaires, un accroissement très net de la mortalité, dont la temporalité collait très précisément avec l'épisode de pollution. Donc là, on est dans une situation qui, du point de vue de l'attribution de la causalité, est très simple, parce qu'on a une pollution qui est visible, avec un impact potentiel qui est à très court terme, qui est très grave puisqu'il s'agit de décès en excès et en nombre relativement important. Une quantification qui a été réalisée ultérieurement par Michel Bell indique qu'il y a eu de l'ordre de 5000 décès en excès dans la métropole londonienne pour le mois de décembre 1952 et de l'ordre de 12 000 sur la période qui va de novembre 1952 à février 1953. Donc on est face à une situation du point de vue de l'attribution de la causalité qui est très simple, puisque donc j'ai un facteur causal potentiel qui est visible, qui a des effets graves et à court terme. Si on doit faire le parallèle avec le plomb qu'on a évoqué la semaine passée, on est plutôt dans la situation des ouvriers de la Céruse au XIXe siècle, qui étaient exposés à des niveaux très élevés
et qui, au bout de quelques semaines de travail dans les usines de fabrique de Céruse, devaient souvent être hospitalisés. Donc, on arrive à se rendre compte d'un impact sans avoir à faire d'études scientifiques compliquées. Le défi est bien sûr plutôt quand on s'intéresse à des effets à des doses beaucoup plus faibles et quand on cherche à identifier des effets à plus long terme et non pas immédiats de ces polluants, et on va y revenir. Alors si on se pose d'une manière générale la question de la méthodologie à adopter et des défis à relever pour attribuer et quantifier l'impact sanitaire de ces polluants sur la santé, eh bien, il apparaît que si on veut mettre en relation donc, ces niveaux de pollution avec un événement de santé, il faut être capable de caractériser suffisamment précisément l'exposition, donc des enjeux métrologiques du côté environnemental, l'événement de santé, dans une population qui aurait une taille suffisante si on n'est pas face à des effets systématiques, mais de nature probabiliste, et dans la mesure où on est dans une approche observationnelle et non pas expérimentale, il faut s'assurer qu'une association statistique éventuellement mise en évidence entre ces niveaux de pollution et les paramètres de santé ne soit pas due à un tiers facteur qui causerait à la fois des niveaux de pollution élevés et un accroissement ou une diminution, ou en tout cas une variation de la fréquence des événements sanitaires, ce qu'on appelle les facteurs de confusion auxquels j'ai fait allusion dans ma leçon inaugurale. Ici, un facteur de confusion, ça pourrait être une température froide qui fait qu'on va chauffer davantage, émettre plus de polluants atmosphériques, et le froid en lui-même peut être un facteur de risque de décès directement ou via des infections qui sont plus fréquentes par temps froid. Donc, d'une manière générale, toutes les études sur les effets de la pollution de l'air vont devoir s'attaquer à ces différents enjeux et puis avoir des outils statistiques adaptés pour donc quantifier le lien entre pollution et santé en éliminant l'effet éventuel de ces facteurs de confusion. Pour ce qui est de la caractérisation de l'événement de santé, ce n'est pas complètement un hasard que cette étude ait pu être faite à Londres. Bien sûr, il y a les smogs à Londres, mais il y a aussi, de manière extrêmement importante pour les épidémiologistes et les démographes, un suivi régulier et précis de la mortalité sur une base hebdomadaire qui est fait depuis environ 1600 et qui a été mis en valeur par John Grounds, qui était mercier de profession, mais qui est un des pères de l'épidémiologie, de la démographie, de la statistique et des analyses de survie, et qui a permis de mettre en valeur et montrer l'importance de ce suivi régulier de la mortalité, suivi qui a permis très vite donc d'avoir un ordre de grandeur de cet excès de mortalité pendant l'épisode de smog de décembre 1952. Donc quelque part, ce système robuste de surveillance de la mortalité peut être vu comme une cause lointaine des réglementations qui ont été prises par la suite en Angleterre sur la qualité de l'air, réglementations qui ont été prises plus tard en France, et je ne vais pas franchir le pas de dire que c'est parce qu'en France, on n'a pas, depuis le XVIIe siècle, ce suivi aussi net de la mortalité quasiment en temps réel, en tout cas à l'échelle de la capitale, qu'on a pris plus tardivement ce genre de réglementation. Mais enfin, quand même, il est clair que de part et d'autre de la Manche, on a une culture de ces statistiques et de ces statistiques publiques très différentes et qui sont donc présentes dans le paysage et prises en compte chez nos amis anglais depuis bien plus longtemps que nous. Donc, on est là face à une approche ou un type d'étude extrêmement élémentaire où on va comparer la fréquence de cet événement de santé quantifié à partir de ces données sur la mortalité avant et après un événement particulier. Sur le plan statistique, si on réfléchit, il n'y a pas vraiment moyen en fait, de faire un test d'hypothèse sur le lien entre l'exposition et le problème sanitaire ici. Ce qu'on peut tester, c'est s'il y a plus de décès entre les deux périodes, mais ce n'est pas vraiment un test du lien avec l'exposition supposée. Et en fait, il faut s'appuyer sur des connaissances a priori qui rendent l'effet de cette exposition plausible. Donc avec ces approches avant-après, on a à la fois l'identification du danger lié à la pollution,
tout cas une suggestion de ce danger, et la quantification d'un impact, qui est la variation de la fréquence de l'événement considéré, ici la mortalité, entre les deux périodes. On peut considérer que c'est un exemple élémentaire d'étude écologique temporelle. Écologique parce que l'unité d'analyse, ce n'est pas des individus, mais une communauté, par exemple une ville, considérée globalement, à différents moments dans le temps, et dont on suit les variations de la fréquence de cet événement de santé au cours du temps. Alors on peut faire d'autres comparaisons, et notamment on peut aussi faire des comparaisons avec la même période, 1 an ou 2 ans, ou sur les 10 ans précédant l'événement, comme ça a pu être fait, si vous vous rappelez, en France au moment de la canicule qui d'ailleurs avait mis en valeur le fait qu'en France, en 2003, on n'avait pas en temps réel ces données sur la mortalité à l'échelle des villes ou du pays, puisque les données avaient été obtenues au bout de plusieurs semaines. Ici, on n'a pas dans ces approches toujours de quantification de l'exposition, et on peut mettre en évidence uniquement des effets à court terme, de l'ordre de quelques jours à quelques heures, de l'exposition. Bien sûr, pour attribuer ou avoir des éléments en faveur d'une attribution ou de l'imputation de l'excès de mortalité aux polluants, il faut pouvoir écarter un certain nombre de facteurs de confusion potentiels qui, comme je l'ai évoqué, peuvent être la température. Alors là, si on regarde les températures, comme je l'ai indiqué, il ne faisait pas très chaud dans la période précédente et il y avait beaucoup de chauffage, mais on était à des niveaux de l'ordre de quelques degrés, vous voyez, sur fin novembre, 4 degrés environ. Ce n'est pas réellement une vague de froid et la température était en train de remonter. Donc ça ne fait pas du froid un candidat très plausible pour expliquer l'accroissement de mortalité que vous voyez ici. Pour ce qui est de la grippe, elle n'était pas encore arrivée à Londres à cette période et elle est arrivée plutôt au cours du mois de janvier 1953. Donc on n'a pas non plus de raison forte de penser qu'un épisode infectieux aurait pu causer cet excès de mortalité. Et disons que c'est l'essentiel des facteurs de confusion auxquels on peut penser. Tous les autres facteurs, tous les facteurs qui peuvent influencer la mortalité ou la santé, mais qui ne varient pas à court terme, comme les caractéristiques génétiques, le surpoids, la consommation de tabac, ne peuvent pas expliquer l'accroissement de mortalité qu'on observe. Alors ces études avant-après ont été réalisées et répétées à de nombreuses autres occasions de différents drames et catastrophes. J'ai évoqué déjà la vallée de la Meuse, d'Honora. Un épisode bien documenté, c'est une grève dans une aciérie dans une vallée dans l'Utah, qui est relativement intéressant parce que là, dans le cadre d'une aciérie, on va avoir des niveaux de pollution relativement élevés liés à l'activité de l'aciérie, puis une diminution dans la période de grève, et à nouveau une remontée des niveaux quand les travailleurs recommencent à faire fonctionner l'usine. Et donc, vous pouvez vérifier si les variations du point de vue de l'événement de santé se répètent symétriquement entre la période où il y a la grève et avant, et entre la période suivant la grève et la période de grève. Des études similaires ont été faites aussi dans d'autres occasions qui donnent des profils d'exposition similaires. C'est ceux des Jeux Olympiques, avec notamment des belles études qui ont été faites sur les Jeux Olympiques d'Atlanta, documentant une diminution de la fréquence des crises d'asthme pendant la période des Jeux Olympiques où on avait fortement limité le trafic routier. Il y a aussi des travaux qui ont été faits à l'occasion de la réunification allemande, réunification qui a donné lieu à la fermeture d'un grand nombre de sites industriels de l'ex-Allemagne de l'Est, sites qui étaient extrêmement polluants, et donc une amélioration assez nette de la qualité de l'air dans l'ex-RDA sur une période relativement courte, période durant laquelle ont été mis en évidence une amélioration de la santé respiratoire des enfants de l'ex-RDA. Et puis, j'ai déjà évoqué, mais je vais revenir sur l'interdiction de la houille à Dublin en 1990, interdiction qui s'est faite de manière brutale, enfin anticipée mais brutale, qui a donné lieu à une diminution forte des niveaux de pollution.
Vous voyez que la concentration en fumée noire a baissé de 70% quand on fait une moyenne sur la période postérieure et la période antérieure, sur une durée assez longue. Et du point de vue des événements de santé, on a une diminution de 15% environ de la mortalité respiratoire postérieurement à cette interdiction, une diminution de 10% de la mortalité cardiovasculaire et une diminution globale de la mortalité de 6%. Donc tout ceci est en faveur d'un effet plus net de la pollution atmosphérique sur la santé respiratoire et la santé cardiovasculaire que sur les autres causes de décès. Et donc là, à nouveau, on est exactement dans cette comparaison avant-après, et on est sur des périodes relativement longues, et à part les... Enfin, il n'y a pas de... C'est une analyse qui est statistiquement relativement simple, mais il n'y a pas de nécessité de corriger sur des facteurs tels que la consommation de tabac, la corpulence ou des paramètres génétiques pour lesquels il n'y a aucune raison de penser qu'ils auraient varié subitement à partir du moment où on arrête, où on interdit la houille, le commerce de la commercialisation de la houille dans la ville de Dublin. Donc tout cela, on peut rattacher ces études avant-après à ce qu'on appelle aussi les expériences naturelles. On est face à un phénomène social, politique ou environnemental, dont on tire des connaissances pertinentes pour la décision, avec une approche qui n'est pas explicative. On ne sait pas ce qui peut justifier, expliquer ces variations des paramètres de santé. On n'a pas d'idée des mécanismes biologiques éventuellement sous-jacents, mais ces connaissances sont néanmoins suffisantes pour identifier des actions qui peuvent permettre d'améliorer la santé. Alors bien sûr, pour arriver à faire ça, et les exemples de Londres l'illustrent, c'est beaucoup mieux d'être dans un système ou dans un pays où on a des outils de surveillance de la santé et, si possible, de l'environnement qui permettent de bien documenter ces événements. Si on ne mesure pas ni la pollution ni les paramètres sanitaires, on va avoir du mal à être plus que qualitatif et donc à être très convaincant. On va avoir du mal à être très convaincant face à ces situations. Bien, donc avec le temps, tout le monde, et notamment les décideurs, ont été convaincus de ces effets des pics de pollution, ce qui a entraîné la réglementation anglaise que j'ai évoquée dans les années 50, des réglementations similaires aux États-Unis, et progressivement aussi dans le reste de l'Europe, ce qui fait que ces pics de pollution se sont faits plus rares. Et à partir de là, la question, à la fois pour la gestion du risque et puis pour les scientifiques, c'est de savoir si, au niveau de pollution plus bas qui ont été atteints à cette période, où on avait moins de pics, est-ce qu'il y avait toujours un effet sanitaire de la pollution ? Ça pose aussi, formulé autrement d'un point de vue scientifique, la question est de savoir si on pourrait aussi apprendre sur les effets de la pollution atmosphérique, même en l'absence de pics. Il se peut très bien qu'il n'y ait plus rien à apprendre et que dans les pays du Nord, la pollution ne tue plus que par les pics, un peu comme on entend que l'alcool ne tue qu'à forte dose, aux doses où il y aurait une addiction. Et c'est une opinion qui peut se défendre et qui existait chez certains épidémiologistes, à tel point qu'en 1979, il y a eu un numéro spécial d'une grande revue, qui est l'American Journal of Epidemiology, qui faisait la synthèse des connaissances, et vous voyez que la conclusion de ces auteurs était plutôt optimiste, on va dire, du point de vue sanitaire, c'est-à-dire qu'ils suggéraient qu'on avait réduit, en tout cas aux États-Unis et en Europe, la pollution de manière si significative au cours des années 60 et 70 qu'elle n'avait plus d'impact mesurable sur la santé. Alors, pour la façon dont on est allé, on a pu creuser, discuter et en fait, au final, falsifier cette hypothèse, ça a été en réussissant à tirer profit des variations non pas exceptionnelles en cas de pic de la pollution, mais aussi des variations dans des gammes plus limitées au jour le jour. Ce qui a été fait consiste à mettre en relation ces variations quotidiennes des niveaux de pollution avec les variations quotidiennes
de l'événement de santé. Et donc, quelque part, c'est une généralisation de cette approche avant-après, mais vous voyez qu'on a cette fois-ci une mesure quantitative de l'exposition et la possibilité donc, de mettre en relation les variations des niveaux de pollution avec la variation de la fréquence de l'événement de santé. C'est une approche qui, d'un point de vue mathématique, est bien connue et relativement simple, qui est celle des analyses de régression à partir de séries temporelles, où on a toujours comme unité d'observation une communauté à un moment donné, mais elle va être observée cette fois-ci non pas à 2 périodes, mais sur un grand nombre de périodes qui peuvent être un grand nombre de jours, typiquement plusieurs milliers de jours sur plusieurs années. Et on peut s'attendre à un gain important de puissance statistique, même si la question de la puissance statistique dans les séries temporelles, à ma connaissance, n'est pas très bien cadrée. Mais quand même, cette puissance statistique, on sait qu'elle dépend du nombre d'événements de santé, ici du nombre de décès. Et donc en suivant une population sur une période beaucoup plus longue, on va avoir un nombre d'événements de santé et donc potentiellement une puissance statistique bien plus importante, à partir du moment où il y a aussi des variations dans les niveaux de pollution. Donc ces analyses de séries temporelles, elles se font en régressant la mortalité un jour donné avec sur les niveaux de pollution le jour même ou la veille ou dans les 3 jours ou une durée sélectionnée a priori précédant le jour où on mesure la mortalité et en répétant ça sur cette longue période avec par exemple un modèle de Poisson qui peut permettre de prendre en compte un certain nombre de facteurs de confusion qui sont ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir l'existence d'infections à un moment donné dans la population, qui sont suivis par ailleurs, par exemple en France, par des réseaux comme le réseau Sentinelle, pour la grippe, ou bien aussi d'autres paramètres comme la température, qui a un effet à court terme sur la mortalité, que ce soit les températures élevées ou les températures faibles. Et avec ce modèle de régression, vous pouvez quantifier le lien entre pollution et mortalité en ajustant sur la présence d'infections, sur les niveaux de température, d'humidité, d'autres paramètres météorologiques que vous jugez pertinents, et aussi en corrigeant sur les tendances temporelles à long terme qui peuvent exister dans la mortalité du fait de l'évolution du système de santé. Donc, on a des données qui ressemblent plutôt à ça. Hein. Ce qu'il y avait derrière, c'était une vision tout à fait schématique, avec le nombre de décès dans une agglomération donnée, peut-être de l'ordre de quelques centaines, qui varie au cours du temps avec plutôt des niveaux plus élevés en hiver dans l'hémisphère nord. Et puis, les niveaux de pollution, ici, c'est l'ozone, donc ce n'est pas les particules, et on a plutôt des niveaux élevés dans la période estivale que dans la période hivernale, en opposition de phase avec les particules fines, qui, elles, sont plus élevées en hiver, comme j'ai déjà évoqué. Quand on applique cette approche, eh bien, ce qui ressort est d'une nature un petit peu différente de ce qu'on avait tout à l'heure, puisque là, on a une quantification des niveaux de pollution, et donc on va arriver à obtenir une relation dose-réponse entre les niveaux de pollution et le risque de décès. Un des chercheurs qui a été pionnier et très productif sur ces analyses de séries temporelles, c'est Joel Schwartz à Harvard. Et je vous montre ici une de ces études qui a été faite dans 6 villes américaines. Vous avez ici le nombre de décès quotidiens sur ces villes. La période de suivi, vous voyez que c'est une étude qui a été faite sur des données essentiellement des années 80 à 90 ou jusqu'à 97 dans certains cas. Et les systèmes de surveillance de la qualité de l'air permettent d'avoir une estimation de la pollution, en l'occurrence des particules fines, celles dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres, le jour ou tous les 2 jours. Et la relation dose-réponse obtenue nous dit que le risque de mortalité une journée donnée augmente d'environ 1,5% à chaque fois que la concentration de particules fines augmente de 10 microgrammes par mètre cube. Et la zone assurée ici nous donne un intervalle de confiance. Vous avez ici une relation pour laquelle il n'y a aucun élément qui serait en faveur d'un seuil, qui constitue une première démonstration que la pollution n'est pas qu'un problème en cas de pic. Hein. Les pics de pollution, on est plutôt à des niveaux de 50, 60, 80, voire beaucoup plus. Le smog de Londres, c'était largement supérieur à 100 microgrammes par mètre cube si on convertissait en particules fines qui n'étaient pas mesurées à l'époque. Vous voyez ici
une variation de la mortalité bien en dessous des seuils pour les pics. Hein, les alertes de pollution, elles sont plutôt à 50, 70, 80 microgrammes par mètre cube aujourd'hui. Là, vous voyez cette variation et une augmentation de la mortalité dans la gamme qui va de 5 microgrammes jusqu'à 30 microgrammes. Donc ça suggère que chaque microgramme par mètre cube de pollution qu'on gagne, même dans la gamme des valeurs de 10 à 20 microgrammes par mètre cube, qui sont les valeurs qu'on observe au jour le jour dans des villes comme à Paris ou les grandes villes françaises, ce sont des décès évités. Pas d'effet de seuil. Et donc, ça nous démontre que la pollution n'est pas un problème seulement en période de pic. Alors, il y a une question qui s'est posée très précocement, elle était même évoquée dans cet article du BMJ de 1873 que je vous ai montré tout à l'heure, qui est celle de savoir qui sont ces personnes qui décèdent du fait de la pollution. Alors, elles ne sont pas identifiées, ces personnes, il n'y a pas de signature spécifique d'un décès lié à la pollution. C'est une mortalité qui est plutôt cardiovasculaire et respiratoire, mais qui n'est pas facile à distinguer d'une mortalité cardiovasculaire et respiratoire qui serait due à d'autres facteurs de risque génétiques ou liés à la consommation de tabac. Donc, ce n'est pas en allant regarder et faire des analyses post-mortem à l'Institut de médecine légale qu'on va répondre à cette question. Une des hypothèses qui avait été faite à l'époque, c'était que, donc vous vous rappelez l'article de 1873, ce sont principalement les personnes qui ont des pathologies cardiovasculaires ou respiratoires préexistantes qui décèdent. Donc, quelque part, une mortalité qui toucherait surtout les personnes fragiles, déjà particulièrement sensibles, et pas les personnes en bonne santé. Alors, c'est un débat qu'on peut juger un petit peu secondaire, rétrospectivement. On ne se le pose pas du tout si on est dans un tribunal face à un criminel. En général, le fait de tuer quelqu'un qui était déjà à un âge très avancé et très fragile n'est pas pris comme une circonstance atténuante, n'est pas retenu comme une circonstance atténuante par les juges. Mais dans le cas de la pollution atmosphérique, la question a été posée et on a demandé aux épidémiologistes de chercher à quantifier ce déplacement de la mortalité dû aux particules fines et aux autres polluants. Est-ce que c'est seulement un décalage de quelques jours et une mortalité avancée chez des gens qui seraient décédés dans les semaines à venir ou les mois à venir, ou bien une augmentation de la mortalité qui concerne aussi des gens en bonne santé. Est-ce qu'on peut répondre à cette question avec les approches par série temporelle ? Ce n'est pas très simple parce que ces séries temporelles, elles sont plutôt faites pour quantifier les effets à court terme de l'exposition. Mais dans cette problématique, c'est la problématique qu'on appelle de manière pas très élégante peut-être en anglais de harvesting ou de récolte, de moisson des personnes les plus fragiles dues à la pollution. Et pour aborder cette question de la moisson, Joël Schwartz a poussé son analyse de séries temporelles en moyennant les expositions non pas sur les jours précédant le jour où on regarde la mortalité, mais sur une période plus longue, de l'ordre de quelques dizaines de jours. Et ce n'est pas facile d'aller plus loin si vous voulez aussi en même temps contrôler les variations à long terme de la mortalité et ajouter des termes donc, qui prennent en compte ces tendances à long terme. Vous voyez que pour ce qui est de la mortalité par BPCO, qui est une des causes de décès respiratoires attribuées à la pollution, quand on moyenne l'exposition non pas sur une fenêtre d'une journée, mais sur 15 jours, on a un risque de mortalité qui semble plus important. Et quand on continue à augmenter la taille de cette fenêtre, eh bien, le lien entre la pollution et la mortalité semble s'atténuer. Et quand on est sur une fenêtre d'un mois, il n'y a pas d'excès de mortalité. Ce qui est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement cohérent avec ce qu'on attendrait si ce sont les personnes les plus fragiles parmi ceux atteints de BPCO qui décéderaient, personnes qui de toute façon probablement seraient décédées au bout d'un certain délai. Voilà, donc un déplacement de mortalité qui serait relativement bref. Quand on regarde cette fois la même question pour la mortalité pour des causes cardiaques ischémiques, eh bien, ce qu'on observe, c'est que plus on moyenne l'exposition sur une période longue, plus l'effet estimé de la pollution a tendance à augmenter. Et donc là, ce n'est pas du tout en faveur de ce phénomène de moisson
et d'une mortalité qui serait surtout une mortalité accrue chez des gens les plus fragiles, personnes les plus fragiles qui, au bout de quelques jours ou quelques dizaines de jours, seraient plus présents en nombre important dans la population. Et si c'était le cas, on devrait avoir cette diminution de la mortalité qu'on observe pour la BPCO. Or, ici, pour la mortalité pour cause ischémique, eh bien, vous voyez que plus on considère l'exposition sur une période longue, plus on a l'impression que l'effet de la pollution augmente, ce qui n'est pas en faveur d'un déplacement de la mortalité à court terme. Et d'ailleurs, ce lien avec les maladies ischémiques est cohérent avec ce qu'on sait de ces accidents cardiaques. Si quelqu'un réchappe d'un infarctus, il va en général vivre de nombreuses années, et rarement, c'est très rare, c'est plutôt rare de faire un nouvel accident cardiaque très rapidement après. Donc, si on augmente la probabilité de décès par infarctus, ça implique de fortement déplacer le décès, et pas simplement de quelques jours. Et on a un phénomène similaire quand on regarde la mortalité toute cause. Donc ce travail suggère un déplacement de la mortalité qui est important et pas faible, en lien avec la pollution, important, c'est-à-dire en tout cas plus que quelques semaines à quelques mois. Pour aller plus loin, en fait, il faut réussir à moyenner la pollution sur des longues périodes, et donc ça veut dire quelque part lisser les variations temporelles et s'appuyer sur d'autres sources de variation de la pollution. On a déjà évoqué dans le cas du plomb que ce qui détermine l'exposition, bien sûr, c'est souvent le temps, et c'est très clairement le cas pour la pollution atmosphérique, mais aussi les comportements et l'espace. Est-ce qu'on ne peut pas tirer de l'information des contrastes d'exposition liés au comportement et à l'espace? Alors pour ce qui est des comportements, je voudrais juste donner un exemple. Et ici, donc là, on arrive dans la question le champ des études individuelles avec une mesure individuelle des comportements. Une des approches principales de l'épidémiologie particulièrement efficace, c'est l'étude cas-témoin. Mais ces études cas-témoins, où on va recruter séparément des cas et des témoins, ont un talon d'Achille qui est la comparabilité des cas et des témoins, ce qui est un problème particulier, notamment dans le cas de la pollution atmosphérique, parce que si vous recrutez des témoins dans une zone qui n'est pas du tout la même que celle des cas, il se peut très bien que cette zone ait un niveau de pollution différent et que vous biaisiez l'association entre niveau de pollution et la pathologie d'intérêt en recrutant donc ces témoins d'une manière non adaptée. Donc, pour ces raisons, probablement, on n'a pas tendance à utiliser beaucoup l'étude cas-témoin dans le champ de la pollution atmosphérique, mais il y a une variation de l'étude cas-témoin qui est particulièrement intéressante, qui est l'étude case crossover en anglais, ou cas croisé, dans laquelle, au lieu de comparer un cas avec un témoin qui est un individu pris au même moment, en général, qui ne souffre pas de la pathologie d'intérêt, en tout cas jusqu'à ce moment où le cas survient, eh bien, on va faire la comparaison avec le cas lui-même, mais pris à un autre moment. Donc chaque cas est son propre témoin. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais souvent on prend une période bien sûr antérieure à la survenue du cas comme période témoin. C'est un travail qui a été fait par Annette Peters au Centre de santé environnementale du Helmholtz à Munich, qui s'est appuyé sur un registre d'infarctus du myocarde à Augsbourg, en Allemagne. Et elle a interrogé les cas survivants sur leur comportement dans les jours précédant cet infarctus. MI, c'est l'infarctus du myocarde. Et leur a demandé s'ils avaient pris leur voiture ou ils s'étaient retrouvés dans le trafic dans les jours précédents. Et vous voyez que quand on décrit la proportion de sujets exposés au trafic en fonction du moment de l'infarctus, donc 0 c'est le moment de l'infarctus pour l'ensemble des cas, eh bien vous avez une augmentation de cette exposition en trafic dans les heures immédiatement précédant l'infarctus, ce qui est en faveur d'un effet à court terme de cette exposition au trafic sur l'accident cardiaque en question. Donc voilà un exemple bien spécifique d'une étude qui s'intéresse au comportement avec ce design des cas croisés. Mais la principale source de variabilité qu'on a utilisée par la suite, c'est la variabilité spatiale. Variabilité spatiale qui schématiquement peut être vue comme sur ce schéma. On va considérer qu'on a un niveau de pollution
continentale qui est à un certain niveau, auquel s'ajoute un bruit de fond régional lié aux émissions régionales, puis un bruit de fond urbain, et puis des niveaux plus élevés en certains sites en proximité des sources, le résidentiel ou le trafic. Ça, c'est la théorie, et en pratique, ça, ce sont les niveaux modélisés en prenant une section transversale de la ville de Grenoble. Vous avez un niveau de fond qui va être à 10 ou 12 microgrammes, et vous voyez que dans certains sites à proximité du trafic, on va monter à 20, 25 microgrammes par mètre cube. Ça, ce sont des moyennes annuelles. En instantané, on peut être à des niveaux beaucoup plus élevés. Alors, que nous indiquent les approches qui s'appuient sur ces variations temporelles et spatiales de l'exposition? Ces approches, eh bien, elles peuvent être de plusieurs types. L'approche la plus simple, c'est toujours l'approche écologique, qui va consister à comparer différentes villes dont les niveaux de pollution diffèrent et se demander si les événements de santé sont plus fréquents dans les villes les plus polluées. Donc ça, c'est l'étude écologique spatiale. Je l'ai évoqué dans le cas du plomb, et j'ai parlé de cette fallacie écologique qui résume la difficulté qu'on a dans ces études écologiques pour contrôler les biais de confusion. Si je compare la mortalité à Paris et Bordeaux, eh bien, il se peut très bien que ce soit dû non pas à des différences de pollution, mais à une consommation de vin, par exemple, qui ne serait pas la même dans les deux villes, ou à une corpulence qui ne serait pas la même, ou peut-être même à des caractéristiques génétiques qui différeraient légèrement entre ces deux villes. Et si je suis à un niveau agrégé, collectif, je ne peux pas contrôler ces facteurs. Alors, on a quand même fait des études de ce type, et vous avez ici ce travail qui met en relation la mortalité dans différentes villes américaines avec les niveaux de pollution moyens à la même période. En fait, ce qu'on a, c'est l'espérance de vie qui est sur l'axe vertical, en fonction des niveaux de pollution. Vous voyez qu'on a une tendance qui va dans le sens qu'on pourrait attendre, à savoir que les villes les plus polluées sont celles où l'espérance de vie est la plus courte. Maintenant, il se peut très bien que les caractéristiques sociales, le système de santé soit moins bien développé dans ces villes les plus riches, dans les moins riches, que l'alimentation soit moins bonne en moyenne dans ces populations des villes les moins favorisées, et que cela explique ou biaise cette association. Donc, ce n'est pas une étude qui apporte un niveau de preuve fort. Alors, les auteurs de cette étude en étaient bien conscients, et ils ont cherché en s'appuyant sur les mêmes données, à quand même tirer de l'information et extraire de l'information. Et ils l'ont fait avec ce qu'on appelle l'approche des différences des différences, qui consiste à regarder non pas les niveaux de pollution, mais les variations des niveaux de pollution sur une période, en gros entre 1980 et 2000, et la variation de l'espérance de vie dans les mêmes villes entre 80 et 2000. Et donc là, pour cette cinquantaine de villes américaines, vous avez le graphique ici à droite qui correspond à ce que je viens d'indiquer, à savoir qu'on vous donne pour chaque ville de combien, en fonction de la variation du niveau de pollution sur la période 80-2000, la variation du niveau de l'espérance de vie. Et vous voyez que, par exemple, en moyenne, même s'il y a une grande hétérogénéité, eh bien, pour ces villes pour lesquelles la qualité de l'air a diminué de 10 microgrammes par mètre cube sur la période 1980-2000, on a une amélioration de l'espérance de vie qui était de l'ordre de 2,5 ans. Alors, cette étude, elle est un peu plus satisfaisante que la précédente, puisque c'est essentiellement une comparaison interne à la ville, et ça s'appuie moins sur les comparaisons inter-villes. Donc certains des biais que j'ai évoqués, certaines des différences entre les villes ne peuvent pas jouer. Les auteurs ont de plus ajusté de manière agrégée sur la variation de certains paramètres comme la taille de la population, les revenus, la distribution des groupes ethniques qui sont un marqueur social aux États-Unis, et puis la mortalité par cancer du poumon comme une manière indirecte de contrôler sur des variations éventuelles de la consommation de tabac, dont la mortalité pulmonaire est un très bon marqueur. Ça n'en fait pas pour autant une étude parfaite, mais la conclusion est que pour, en moyenne, une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube de
la concentration on peut le dire dans l'autre sens, pour une amélioration de 10 microgrammes par mètre cube de la concentration de particules fines, on a une augmentation de 0,6 ans de l'espérance de vie, c'est-à-dire de l'ordre de 7 mois. Ce n'est pas la valeur qu'il faut forcément retenir, et en fait, la valeur précise qui est issue des études de cohorte, mais sur laquelle je ne reviendrai pas aujourd'hui, est plutôt de l'ordre d'un mois d'espérance de vie gagnée pour 1 microgramme par mètre cube, c'est-à-dire plutôt de l'ordre de 10 mois à 1 an d'espérance de vie quand on gagne 10 microgrammes par mètre cube. Donc ces études écologiques, comme je l'ai indiqué, sont plutôt limitées du point de vue de leur aptitude à contrôler les facteurs de confusion, dans la mesure où ce n'est plus une comparaison temporelle qu'on fait, mais spatiale. Les facteurs de confusion, c'est plus simplement la température ou les infections, mais c'est aussi le fait que les personnes consomment du tabac, leur corpulence, et d'autres facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. La manière d'y répondre et de prendre en compte ces facteurs de confusion, c'est de réaliser ce qu'on appelle une cohorte, dans laquelle on va schématiquement recruter des gens en bonne santé, avant le déclenchement de la maladie qui nous intéresse, caractériser leurs expositions, les classifier éventuellement par niveau d'exposition croissante, enfin ça c'est ce qu'on fait dans l'analyse, et suivre le taux de mortalité ou de l'événement de santé qui nous intéresse dans chacun des niveaux d'exposition, et comparer la fréquence de l'événement d'intérêt ou le niveau moyen d'un paramètre biologique qui nous intéresse à chaque niveau d'exposition. En fait, l'analyse statistique est un peu plus élaborée que ça. Elle s'appuie sur des modèles de survie tels que le modèle de Cox, qui nous donne le risque relatif de survenue de l'événement instantané en lien avec une variation donnée de l'exposition. Donc là, on est dans une approche complètement prospective, et au moment où on mesure l'exposition et on recrute les sujets, on peut les interroger sur tous les facteurs de risque de la maladie pertinents, qui pourraient aussi varier en même temps que l'exposition et donc constituer des facteurs de risque de la maladie et des biais de confusion. Pour ce qui est de la caractérisation de l'exposition, j'ai déjà évoqué que l'épidémiologie environnementale pouvait s'appuyer sur un grand nombre d'outils qui vont de cadastres d'émissions à des modèles environnementaux, des mesures personnelles, jusqu'à des biomarqueurs d'exposition. Dans le champ de la pollution atmosphérique, c'est très rare de s'appuyer sur des biomarqueurs parce que l'hétérogénéité chimique des particules fait qu'on n'a pas de biomarqueurs simples, même s'il y a des évolutions récentes dans ce champ. Et l'essentiel des études se sont appuyées sur une caractérisation indirecte de la pollution à partir de la proximité des sources ou de modèles environnementaux. Alors c'est une mesure indirecte et imparfaite de l'exposition, dans lesquelles, typiquement, on va assigner un même niveau de pollution à toutes les personnes qui vivent à proximité d'une même station de surveillance de la qualité de l'air ou qui sont sur une grille, à un point donné de la grille du modèle de dispersion, donnant les niveaux de pollution dans l'espace. Donc il y a de l'erreur de mesure. Et quelque chose qui n'est pas facile à comprendre pour les gens qui découvrent l'épidémiologie, c'est qu'on peut réussir à obtenir une identification des dangers pertinente et parfois même une quantification de la dose-réponse assez précise, même si on part d'une mesure d'exposition qui n'est pas parfaite. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est lié au fait que l'erreur de mesure ne biaise pas toujours les relations dose-réponse. Et une situation dans laquelle on ne biaise pas fortement la relation dose-réponse, c'est ce qu'on appelle l'erreur de type de Bergson, qui est celle qui survient quand, au lieu d'avoir une mesure parfaite de l'exposition, ici, ces points verts, c'est supposé correspondre à une réalité qu'on n'observe pas et qu'on ne mesure pas. Et donc les niveaux correspondent à la vraie exposition E, et puis Y, c'est un paramètre biologique qui correspond à l'effet de l'exposition. Bien, si la réalité, c'est cette relation dose-réponse, et que je n'arrive pas à mesurer parfaitement l'exposition, mais que je vais utiliser des capteurs que je vais mettre dans certains quartiers, et je vais assigner à toutes les personnes d'un quartier les niveaux mesurés par ce capteur, je vais avoir donc une mesure de l'exposition par groupe. Et donc, toutes les personnes qui vivent dans ce quartier où il y a un certain niveau, je vais supposer qu'ils sont à un niveau E1, qui est leur niveau réel avec une certaine erreur. Et puis, les personnes vivant dans les autres quartiers se retrouvent avec un niveau d'exposition qui est celui du capteur le plus proche, et donc avec cette structure d'erreur qui est un petit peu particulière. Eh bien, vous pouvez voir de manière intuitive, même si on peut aussi le démontrer mathématiquement rigoureusement, que si au lieu de mesurer les points verts, c'est les croix blanches que je mesure, donc avec ces
station centrale de la qualité de l'air qui nous donne une estimation imparfaite de la pollution. Si je cherche à tracer la droite de régression qui passe, c'est globalement la même qu'on obtient en espérance c'est-à-dire en moyenne. En revanche, du point de vue de l'incertitude qu'on a sur la précision de cette quantification, elle est moins bonne quand j'ai cette erreur de mesure, j'ai plus de dispersion et donc les intervalles de confiance vont être accrus. Mais vous avez ce résultat très intéressant qui est qu'en présence d'erreurs de type Bergson, en moyenne, les relations dose-réponse ne sont pas forcément faussées. Par contre, les intervalles de confiance sont accrus, ce qui veut dire qu'il va falloir avoir un nombre plus important de sujets pour atteindre une certaine puissance statistique. Alors, ces études, elles ont commencé, elles ont été mises en place dans les années 70-80, pas toujours originellement pour s'intéresser aux effets de la pollution atmosphérique, mais elles ont bénéficié des stations de surveillance de la qualité de l'air. Il y a deux grandes études qui ont été publiées dans les années 90, qui sont d'une part la Six Cities Study aux États-Unis et l'étude de l'American Cancer Society, ou ACS, qui ont été toutes les deux publiées dans les années 90. Et vous voyez que cette étude de l'American Cancer Society suivait plusieurs centaines de milliers de volontaires, et sa finalité première était d'étudier les facteurs de risque du cancer. Mais bien sûr, il y avait une mortalité qui n'était pas seulement par cancer dans cette étude. Et en se restreignant aux personnes qui vivaient à proximité d'une station de surveillance de la qualité de l'air, on a pu mettre en relation les niveaux de pollution au début du suivi avec le risque de mortalité. Et la relation dose-réponse qui a été obtenue est celle-ci, avec une augmentation de l'ordre de 6% de la mortalité toute cause pour chaque augmentation de 10 microgrammes par mètre cube de la concentration de particules fines. Et quand on regarde par cause de décès spécifique, on avait une augmentation qui était plutôt de 9% pour chaque augmentation de 10 microgrammes par mètre cube des concentrations de particules fines pour ce qui était de la mortalité cardiovasculaire. C'est des études et des résultats qui ont entraîné d'assez forts débats. Ils étaient relativement cohérents, même si la Six City Studies avait des pentes un petit peu plus importantes, mais elle était plus faible en effectif. Et ces débats étaient liés au fait que ces risques relatifs étaient beaucoup plus élevés que ceux mis en évidence par les séries temporelles. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé de 1,5% d'augmentation de la mortalité journalière quand les niveaux de particules augmentaient de 10. Ici, on est à des niveaux beaucoup plus élevés, ce qui suggérait un impact sur la mortalité beaucoup plus important que celui issu des séries temporelles. Donc il y a eu beaucoup de débats, alors peut-être en partie certains instrumentalisés par ceux qui avaient intérêt à ce qu'on sous-estime les effets de la pollution, mais qui étaient aussi réels parmi les scientifiques, qui étaient perplexes dans un premier temps de voir ces risques relatifs beaucoup plus élevés dans les cohortes que dans les études de séries temporelles. Ces données ont été réanalysées par différents groupes. Le suivi de la population a été étendu pendant plus longtemps, ce qui permettait d'avoir plus de puissance. D'autres études ont été réalisées, par exemple en France, l'étude PARC, et il y en a eu beaucoup d'autres. Et tout cela, globalement, a confirmé la grande robustesse de ces résultats. Vous avez ici une méta-analyse concernant la mortalité non accidentelle en lien avec les particules fines, toujours pour cette augmentation de 10 microgrammes par mètre cube. Vous voyez les deux premières études que j'évoquais, Six City Studies et ACS au début, et toute une série d'études suivantes réalisées en Hollande, réalisées aussi aux États-Unis comme la Nurses Health Study, au Canada, en Angleterre, en Europe, c'est le projet ESCAPE coordonné par Bert Brunekreef. Quand on fait la méta-analyse qui consiste en gros à estimer le risque relatif moyen issu de ces études, en fait c'est une moyenne qui est pondérée par la précision de chaque étude. Plus l'étude a un effectif important, plus la précision est grande, et plus elle va avoir de poids dans l'analyse. Et vous voyez, ce poids, il est donné ici dans la dernière colonne. Eh bien, cette moyenne pondérée, elle nous dit 1,07, une augmentation de 7% de la mortalité quand cette pollution augmente de 10 microgrammes par mètre cube. Alors vous voyez, le débat, il est aussi lié au fait que c'est des risques relatifs très faibles. Et les épidémiologistes qui ont été formés et travaillés dans les années 50, 60, qui se sont intéressés aux effets du tabac, qui se sont intéressés aux effets de l'alimentation, étaient perplexes parce que le tabac, c'est plutôt des risques relatifs cumulés qui vont être de l'ordre de 10. La mortalité, pour ce qui est de l'effet sur la mortalité en tout cas. L'alimentation aussi a des effets, dans certains cas, où le manque d'activité physique important, avec des risques relatifs de l'ordre de 2 ou 3. Et on considère que 1,07, c'est vraiment très très proche de 1, qui correspond à l'absence d'effet,
et que ça va au-delà de la précision qui peut être atteinte par ces études épidémiologiques. Donc ça a vraiment ça a contribué à ce débat, qui était aussi un vrai débat scientifique. Mais au final, vous observez une grande robustesse dans ces résultats, y compris dans des études qui ajustent sur tous les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, tels que consommation de tabac, d'alcool, corpulence et exposition professionnelle. On arrive maintenant à avoir une vision de la relation dose-réponse sur toute la gamme des niveaux de variation. Ici, c'est une étude récente qui nous la donne et qui s'appuie aussi sur des études chinoises et dans des pays où les niveaux de pollution sont plus élevés que ceux qu'on a aujourd'hui pour les valeurs les plus élevées de la courbe. Et vous avez une tendance à l'atténuation de cette pente aux niveaux les plus élevés. Je reprends ici ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que le risque relatif est plus important dans les études de cohorte, qui moyennent l'exposition typiquement sur des périodes de plusieurs mois, un an ou plus, que dans les séries temporelles où on a les effets de la pollution sur des périodes de un jour ou deux. Vous voyez bien qu'ici, sur l'axe des X, ce n'est pas le niveau de pollution, c'est la période sur laquelle je moyenne les niveaux de pollution. Et le risque relatif est donné toujours pour une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube pour les PM2,5, ou alors c'est 20 quand les études s'appuyaient sur les PM10. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cet effet plus fort observé dans les cohortes et dans les suivis à long terme? En fait, l'hypothèse qui peut être faite, c'est que ce risque relatif accru qu'on observe dans les cohortes, c'est la visualisation des cas de pathologie induits par la pollution chez des gens qui sont initialement en bonne santé et chez qui la pollution va progressivement entraîner la survenue de pathologies entraînant à terme une mortalité. Donc ça peut être vu comme une autre démonstration complémentaire à celle que j'ai évoquée tout à l'heure avec l'analyse du phénomène de moisson dans les séries temporelles, du fait que la pollution ne tue pas que les gens fragiles. Pour reprendre ce raisonnement, en fait, on peut faire l'hypothèse que si la pollution ne tuait que les gens les plus fragiles, son effet diminuerait ou resterait constant au cours du temps. Et en fait, bon, là, l'argument il est un petit peu technique, mais il faut garder à l'esprit que les mesures d'association de ces études de cohorte, ce sont des risques relatifs qui sont issus de modèles de survie qui correspondent à des rapports de risque instantanés qui sont globalement comparables aux risques relatifs issus des analyses de poissons des séries temporelles. Et donc, le fait qu'on ait un risque relatif plus élevé au cours du temps, ça ne peut pas être dû au fait qu'on a un suivi à long terme et que donc on a un nombre de décès qui s'accumule. Et moi, je l'interprète vraiment comme le fait que cette sensibilité ne diminue pas au cours du temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas une élimination ou une diminution rapide de la part des gens fragiles dans la population, et au contraire, l'apparition permanente de nouveaux sujets fragiles qui deviennent fragiles du fait de cette exposition. Donc, tout ceci est en faveur d'un effet cumulatif de l'exposition, même si c'est des arguments un petit peu techniques et d'ordre biostatistique. Et on va essayer de trancher plus tard, et on verra que c'est la biologie qui va nous permettre de compléter cet argument statistique. Une question qui a été aussi soulevée quand ces travaux ont été publiés, c'est la cohérence avec ce qu'on sait des effets de la pollution par le tabac, qui génère aussi des particules fines dans la même gamme de taille que les particules liées au résidentiel et au trafic routier. Et vous voyez en fait que quand on met sur une échelle qui est ici logarithmique, sur le même graphique, les effets qui sont issus d'études sur la pollution de l'air qui sont en couleur et d'études qui sont sur le tabagisme passif, où on est dans des gammes de niveau de pollution dans certains cas, pas très éloignées de pollution atmosphérique dans des zones assez fortement polluées. Et puis les études sur le tabagisme actif, on a une relation dose-réponse qui n'est pas aberrante, qui est plutôt de type log linéaire, c'est-à-dire que si on l'a tracé sur une échelle linéaire, on aurait une pente plutôt plus importante aux valeurs faibles qu'aux valeurs élevées de la pollution. Alors je voudrais pour terminer creuser un ou deux des principales causes de décès en lien avec la pollution, à savoir la mortalité cardiovasculaire et la mortalité respiratoire.
Ici, je vous donne la synthèse de l'OMS concernant les effets de la pollution atmosphérique, à nouveau toujours pour une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube sur la mortalité cardiovasculaire, et vous voyez qu'on a donc cette augmentation de risque qui est de l'ordre de 10% pour l'échelle que j'ai indiquée. Qu'est-ce qu'on a comme autre élément en faveur du fait, ou en sa défaveur, que la pollution augmente la survenue de ces problèmes cardiovasculaires? Eh bien, une manière d'avancer sur cette question, c'est de regarder des facteurs de risque de ces maladies cardiovasculaires. L'un d'entre eux, c'est le développement de l'athérome. Et cette plaque d'athérome, elle peut être mesurée à l'échographie par l'épaisseur intima média au niveau de l'aorte ou de la carotide. Donc là, on mesure l'épaisseur de la paroi interne des artères, de l'artère du cou. Et cette épaisseur de l'intima média est un indicateur de l'étendue du blocage des artères par l'athérosclérose notamment. Et ce qui a été observé dans cette étude, c'est que plus le niveau de pollution dans l'atmosphère à l'adresse du sujet augmentait, plus l'épaisseur de cet intima média croissait. D'autres études ont été faites sur différents marqueurs de risque cardiovasculaire, et ce qu'on observe notamment, c'est une augmentation de la viscosité plasmatique en lien avec les niveaux de pollution, et de différents marqueurs d'inflammation, et notamment la protéine C réactive, dont les niveaux augmentent en lien avec la pollution atmosphérique. D'autres marqueurs, notamment de stress oxydatif, augmentent chez l'humain dans ces études en lien avec la pollution atmosphérique. Est-ce qu'on confirme ça expérimentalement chez l'animal? Oui. Ici, on a exposé des souris soit à de l'air filtré, où donc il y avait uniquement des polluants gazeux, mais pas de particules, soit à des particules fines, donc essentiellement de l'ordre du micromètre, soit des particules ultra fines, plutôt dans la gamme de quelques dizaines ou centaines de nanomètres. Et ça, c'est qualitatif, mais quantitativement, la surface des liaisons aortiques augmentait entre le groupe exposé à l'air filtré, aux particules fines et aux particules ultra fines. Et vous voyez ici, c'est traduit par une augmentation de ces surfaces des liaisons athérosclérotiques. À un niveau encore plus fondamental, dans un autre modèle animal, on démontre aussi que ces particules ultrafines sont capables de générer du stress oxydatif et d'augmenter les niveaux de certains marqueurs comme les interleukines ou l'expression de l'hème-oxydase, tout ça étant un marqueur de phénomène de stress oxydatif et d'inflammation en lien avec la pollution dans une situation, cette fois-ci, complètement contrôlée. Et là, on est au niveau, non plus in vivo, mais cellulaire, avec des tests qui sont faits sur une lignée de macrophages exposés à des niveaux croissants de particules issues du diesel. À une échelle encore plus fondamentale, pour expliquer ces phénomènes de stress oxydatif notamment, eh bien, il faut regarder et se rappeler la composition des particules fines. On sait qu'il y a notamment ces hydrocarbures aromatiques polycycliques que j'ai évoqués tout à l'heure. Ils peuvent interagir avec le récepteur arylhydrocarbone, ce qui va pouvoir entraîner la libération d'espèces typiques du stress oxydatif. Donc on arrive à synthétiser l'ensemble des connaissances sur ces effets des polluants atmosphériques sur la fonction cardiovasculaire dans ce schéma-là, avec différentes voies qui peuvent expliquer ces effets sur la fonction cardiovasculaire. J'ai beaucoup insisté là à l'instant sur le stress oxydatif et l'inflammation. Il y a aussi des impacts sur le système nerveux autonome, et puis des effets possibles sur l'oxydation des lipides et leur métabolisme. Tout ceci pouvant contribuer à de la dysfonction endothéliale, à une augmentation de la pression artérielle, à des variations de la fréquence cardiaque et au final de différentes pathologies cardiovasculaires et notamment accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde. Donc vous voyez qu'on a pour ces polluants atmosphériques et notamment les particules fines une bonne cohérence entre les
connaissances à l'échelle moléculaire et cellulaire en faveur de la génération de stress oxydatif, d'inflammation, de perturbation du système nerveux autonome ou du métabolisme des lipides, les expériences toxicologiques in vivo chez l'animal et les observations épidémiologiques chez l'humain, que ce soit sur des marqueurs de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires comme le développement de l'athérosclérose ou sur la survenue de pathologies ou de mortalité cardiovasculaire. Donc on a vraiment une théorie assez complète, pas parfaite, mais complète aux différentes échelles et cohérente des populations aux particules concernant les effets des polluants atmosphériques sur les maladies cardiovasculaires. Je voudrais juste, dans les 2-3 dernières minutes, évoquer une question qui vient juste derrière, qui est savoir si ces effets qui génèrent du stress oxydatif et de l'inflammation ne peuvent pas avoir d'autres effets sanitaires. Et un effet sanitaire qui vient bien sûr à l'esprit quand on parle d'inflammation chronique, c'est le cancer, et notamment bien sûr le cancer du poumon dans le cas de cette exposition aux polluants atmosphériques. Vous vous rappelez, j'avais évoqué les marques distinctives du cancer de Hanahan et Weinberg, avec des caractéristiques facilitatrices de ces marques, qui sont notamment l'instabilité génomique, la présence de mutations et d'inflammation protumorale. En fait, les particules peuvent générer cette inflammation chronique. Elles peuvent aussi générer, je ne l'ai pas parlé, mais une instabilité génomique et notamment des altérations épigénétiques qui peuvent modifier l'expression de certains gènes, notamment dans le poumon. Et cette étude ici résume le faisceau de preuves essentiellement toxicologique concernant le lien entre les particules fines et certaines des marques caractéristiques du cancer. Et vous voyez, ce sont celles qui sont indiquées avec une petite croix verte, que pour beaucoup de ces marques caractéristiques du cancer, eh bien, le lien avec une implication des particules fines est tout à fait plausible. L'OMS, enfin précisément le CIRC, le Centre de recherche sur le cancer, a passé en revue les études chez l'animal et chez l'humain, et elles sont en faveur de nombreux effets qui sont impliqués dans le cancer, et notamment la formation d'adduits à l'ADN, voire même de rupture de l'ADN, en plus de phénomènes de stress oxydatif et d'inflammation. Et quand on passe à l'échelle des populations, on a maintenant un niveau de preuve cohérent et clair à partir des méta-analyses en faveur d'une augmentation de risque de cancer du poumon en lien avec les expositions aux particules fines, bien sûr après correction sur la consommation de tabac et d'autres facteurs de risque de ce cancer du poumon. Donc on a là aussi, pour le cancer du poumon, une certaine cohérence à toutes les échelles, même si pour ce qui est de l'induction de cancer du poumon dans les espèces animales, c'est moins clair, mais pour autant, quand on considère l'ensemble du faisceau de preuves à toutes les échelles, le CIRC considère que les particules fines et la pollution atmosphérique dans son ensemble constituent un carcinogène certain du point de vue du cancer du poumon. D'autres effets des particules fines ont été mis en évidence, notamment sur l'incidence de l'asthme chez les enfants, chez les adultes, l'aggravation des symptômes de l'asthme, l'incidence de la BPCO, la diminution de la fonction respiratoire ou l'hospitalisation pour bronchiolite chez les nouveau-nés, tout ceci contribuant à expliquer cet effet net sur la mortalité respiratoire qu'on observe. Voilà. La dernière question que je vais aborder, c'est celle d'un autre cancer qui était, à l'époque de la synthèse du CIRC, considéré comme pas certainement attribuable aux particules fines. On a depuis fait une méta-analyse sur ces études. C'est une méta-analyse qui tient compte, comme beaucoup de méta-analyses, d'un problème important en épidémiologie. Vous savez que les 3 grands types de biais, c'est les biais de confusion, les erreurs de mesure dont j'ai beaucoup parlé, et les biais de sélection. Et les biais de sélection peuvent survenir aussi au niveau des études. Et on a des approches pour prendre en compte ce biais de sélection au niveau des études qu'on appelle le biais de publication, en imputant et en supposant que certaines études n'ont pas été réalisées. Et ces études sont imputées sur la base de la distribution des risques relatifs observés dans les différentes études. On s'attend à une symétrie dans ces risques relatifs estimés, centrés autour d'une certaine valeur. Quand les risques relatifs ne sont pas vraiment symétriques, on va imputer des études manquantes de manière à obtenir une distribution plus symétrique. Et quand on fait cette imputation,
le risque relatif méta-analytique est en faveur d'une augmentation du risque de cancer du sein, cette fois, en lien avec les niveaux de pollution. Ici, ce sont les niveaux de dioxyde d'azote, l'association avec les particules fines étant moins nette. Voilà, je vais m'arrêter sur cette question qui n'a pas été étudiée par le CIRC, mais qui nous dit donc qu'il y a des éléments en faveur d'une augmentation du risque de cancer du sein et pas seulement du cancer du poumon en lien avec les particules fines. La semaine prochaine, on va aborder d'autres effets des polluants atmosphériques sur la santé. Et tout de suite, sans plus attendre, on va écouter Mark Weisskopf pour discuter des effets de ces polluants atmosphériques sur le système nerveux central.